Salut, nouvelle vidéo pour lancer une série en 3 parties, en 3 épisodes, sur la fin de la République romaine et sur cette période qu'on va appeler les guerres civiles. 3 parties pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il y a 3 grands moments correspondant à des conflits armés. Alors guerre, pas forcément un terme très approprié dans cette situation-là, en tout cas pas pour tous, mais voilà, c'est le terme sous lequel on regroupe toute cette période et tous les conflits qu'il va y avoir dans la ville de Rome, et surtout le territoire qui correspondait à Rome à cette époque-là. Donc on va reprendre à peu près là où on s'était arrêté avec la séquence précédente. C'est un petit peu compliqué puisque la séquence précédente, on avait vu des moments assez différents entre les guerres puniques qui s'étalent sur plus de 100 ans, et puis la conquête de la Grèce et la conquête des Gaules qui là pour le coup sera postérieure au début des guerres civiles. J'y reviendrai puisque forcément ça va jouer un rôle aussi dans les conflits entre les différents généraux. Mais on va reprendre donc aux environs de l'an moins 135, c'est-à-dire une dizaine d'années après la victoire définitive de Rome sur Carthage lors de la Troisième Guerre punique et la destruction de Carthage. Alors, on va reprendre, comme je le disais juste avant, pas vraiment par une guerre, mais par des conflits armés, par des violences dans la ville de Rome, avec comme première figure les frères Gracques. Alors, je parle de figures, je vais parler de beaucoup de personnages au cours de ces différents épisodes. Ça va pas être forcément très simple à suivre, j'essaierai de mettre des petites images, mais bon, ce sera des bustes, parfois des statues complètes. Ça risque de se ressembler un petit peu, hein, tous ces personnages, tous ces hommes illustres de Rome, et je dis bien des hommes puisque malheureusement hein, l'histoire n'a retenu que des hommes pour cette période. Et je suis pas certain du coup du fait que les voir, ça vous aide beaucoup à les identifier les uns les autres et à les retenir. Donc il va falloir être très attentif sur les noms. Alors, il faut bien comprendre une chose, déjà, il faut poser un petit peu le décor. Rome s'est construite entièrement sur des guerres, sur des conflits armés. On a eu une logique de conquête depuis la fondation de Rome jusqu'à la période qui nous intéresse, c'est-à-dire que Rome est entrée en conflit successif avec tous les territoires voisins jusqu'à s'agrandir et jusqu'à conquérir finalement à peu près tout ce qu'il y avait autour. Alors, au point où on en est là, Carthage a été conquise, la Grèce a été conquise, il ne reste comme territoire voisin de Rome à conquérir finalement que les Gaules. Mais ça n'est pas quelque chose de très important du point de vue des Romains. Ça va pas flatter notre ego de Français qui habitent donc sur le territoire des Gaulois de l'époque. Mais nous, on a tendance à donner beaucoup d'importance à ces Gaulois, sans doute beaucoup plus que l'importance qu'ils n'avaient aux yeux des Romains à l'époque. Voilà, ils ne posaient pas de problème, ils n'étaient pas des concurrents, ils étaient des partenaires économiques pour beaucoup, si bien qu'on pouvait leur laisser leur indépendance. Hein. La conquête des Gaules ne sera qu'une affaire, qu'un à côté de la lutte de pouvoir entre différentes personnes, César et Pompée pour les nommer. Bref, euh, Rome a tout conquis, mais Rome, s'étant définie par la guerre, aura beaucoup de mal à arrêter finalement les conflits armés et à vivre dans la paix. C'est pas dans leur ADN du tout. C'est une société qui est fondée sur la violence, et donc la violence, si elle ne peut plus s'exercer vers l'extérieur, vers d'autres peuples, eh bien elle va commencer à s'exercer vers l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on arrive à des luttes intestines et à des guerres civiles. Alors la situation est particulièrement tendue vers l'an moins 135 pour des raisons de territoire et pour des raisons agricoles. Ça peut sembler étrange de partir là-dessus quand on va parler de conflits armés, mais c'est véritablement le point de départ. Ce qu'il faut comprendre pour bien saisir les enjeux. On a en fait un système à Rome qui est que lorsqu'un territoire est conquis, ce territoire est ensuite annexé par l'État. Il fait partie de ce qu'on appelle l'ager publicus, le champ public, et ensuite cet ager publicus euh, est divisé par l'État pour l'attribuer aux conquérants, notamment aux soldats. Ces soldats qui peuvent très bien choisir de s'installer sur les terres qu'ils gagnent à ces occasions-là, mais ce sont des soldats, ce ne sont pas des agriculteurs, donc un grand nombre d'entre eux préfèrent revendre ces terrains, ces territoires, et ensuite s'installer à Rome et y couler une retraite satisfaisante, heureuse et pas très longue, puisque l'espérance de vie n'était pas forcément très élevée à l'époque.
Et quand ils revendent dans leur intérêt, mais c'est pas non plus des négociateurs, si bien que on a des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui petit à petit vont mettre la main sur des territoires, des terres agricoles très 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 vastes, et qui vont devenir très riches grâce à ça. Si bien que le territoire de Rome est en fait détenu par une oligarchie, c'est-à-dire un petit groupe d'hommes qui possèdent l'essentiel de ces terres et qui en tirent beaucoup beaucoup de richesses. On a affaire donc, sur la fin de cette période de la République, à une république oligarchique. Euh, une autre évolution importante politique qui vient se doubler avec ça, c'est le fait qu'on avait pu parler des débuts de la République avec une opposition entre patriciens d'un côté, donc les nobles qui détiennent le pouvoir et l'argent, et de l'autre côté les plébéiens qui avaient beaucoup moins. Ça évolue bien sûr au cours de l'histoire, c'est-à-dire qu'on a, vers la fin du IIe siècle, là la période qui nous intéresse, on a un certain nombre de plébéiens qui ont réussi, notamment par ces négociations et par la mainmise qu'ils ont sur les terres, à devenir très riches. Au contraire, on a des patriciens qui, le temps passant, de mauvais investissements, des héritiers qui ne savent absolument pas gérer le bien familial, eh bien on a des patriciens qui s'appauvrissent. C'est pas la majorité, mais ça arrive quand même. Bref, la division entre patriciens et plébéiens est petit à petit remplacée par une autre division politique entre deux grands camps, deux grands partis politiques, même si on ne peut pas véritablement calquer notre actualité et nos termes actuels à l'époque, on va dire deux grands partis. On a d'un côté les optimates, donc les puissants, ceux qui possèdent. Donc il y a bien sûr là-dedans beaucoup de patriciens et quelques plébéiens. Et de l'autre côté, on a les populares, c'est-à-dire les gens qui sont du côté du peuple, et peuple à prendre au côté enfin, prendre du sens petit peuple, c'est-à-dire ceux qui ont le moins. Et il va y avoir une tension croissante entre ces deux grands pôles, les populares et les optimates. Bien entendu, ceux qui continuent à obtenir le pouvoir, ce sont les optimates. Les populares, ils comptent pour jouer un rôle politique important sur une magistrature dont on a déjà parlé, qui sont les tribuns de la plèbe, qui sont justement là pour veiller aux intérêts d'abord de la plèbe, puis, avec cette évolution politique, un petit peu plus veiller aux intérêts des populares. Sauf que il existe aussi des plébéiens qui vont élire de leur côté des tribuns qui leur sont favorables, à eux peut-être un petit peu plus riches, et qui font partie du camp des optimates. Donc c'est assez compliqué, c'est assez confus, c'est difficile pour nous de nous y retrouver, mais on va vite s'en sortir en dégageant donc un nom de famille qui va donc nous servir pour deux personnes, ce sont les frères Gracques. Tiberius et Caius Gracchus. Ces frères Gracques sont des héritiers d'une famille très très noble puisqu'ils sont les descendants de Scipion l'Africain, le vainqueur d'Hannibal, le vainqueur de la Deuxième Guerre punique. Leur mère était la fille de Scipion. Et donc, même s'ils sont tenants des patriciens, ils vont se placer très jeunes du côté des populares. Et l'aîné, donc Tiberius, va se faire élire en moins 133 tribun de la plèbe. Et il va se lancer en tant que tribun de la plèbe dans une grande campagne pour faire passer une réforme agraire, c'est-à-dire une réforme dans laquelle on va partager les terres de manière beaucoup plus équitable. En clair, on va dire il est impossible à un citoyen de détenir plus de tant de surface agricole. Ça revient à dire que finalement l'État romain reprend possession de toutes les terres pour ensuite les réattribuer de manière beaucoup plus équitable. Alors on peut comprendre que ça fasse plaisir à ceux qui n'avaient pas de terre ou qui en avaient très peu, on peut comprendre aussi à l'inverse que ceux qui possédaient beaucoup eh bien, ne soient pas d'accord avec ça. Alors il va y avoir bien sûr une opposition pour essayer de contrebalancer cette proposition. Il y a notamment un autre tribun de la plèbe qui va poser son veto sur la proposition de loi de Tiberius Gracchus. On avait déjà parlé du droit de veto, cette interdiction du fait qu'une loi puisse passer, ce qui est assez paradoxal là, puisque en l'occurrence c'était une loi qui était favorable au peuple, mais c'est quand même un droit de veto qui est exercé par un tribun de la plèbe. Bref, encore une fois, c'est assez paradoxal et assez confus à cette époque-là. Tiberius Gracchus va essayer de forcer quand même le passage pour faire voter sa loi. Ça va mal tourner pour lui, puisque des membres des optimates
mettre en place des manifestations. Donc ces manifestations, contre-manifestations, ceux qui sont favorables à la loi de Tiberius, ceux qui y sont défavorables, ça va dégénérer puisque chaque camp va en venir aux mains avec l'autre, et dans ces échauffourées, Tiberius va être assassiné en moins 133 et son corps va être même balancé dans le Tibre, dans le fleuve de Rome. Bref, on fait disparaître celui qui gênait. C'est d'une certaine manière, de la part des optimates, une manière de montrer les muscles pour faire comprendre aux autres, voilà, ça on n'en veut pas, cette loi-là on n'en veut pas, n'essayez pas de la remettre sur le tapis parce qu'il vous arrivera exactement la même chose. Bon, ça va pas forcément être une très très bonne idée, d'autant plus que ça va exacerber un petit peu les passions aussi du côté des populares. C'est le petit frère de Tiberius, une dizaine d'années plus tard, va arriver à son tour au pouvoir et ce Caius Gracchus va vouloir refaire lui aussi voter une loi semblable à celle de son frère. Même cause, mêmes effets, il va finir lui aussi par se faire assassiner en moins 121, donc là pour le coup 12 ans après son frère. Quand je dis se faire assassiner, c'est même pire que ça, c'est-à-dire qu'il va être chassé, poursuivi dans les rues de Rome, il va finir par aller se réfugier en haut d'une des collines de Rome, et il va demander à son esclave, je sais plus si c'est son esclave ou son affranchi en l'occurrence, de le tuer pour qu'il échappe aux mains de ses tortionnaires, de ses poursuivants, qui lui auraient sans doute fait subir des choses assez horribles, encore une fois, pour frapper de peur tous ceux qui auraient pu se mettre du côté des Gracques et du côté du peuple. Donc les Gracques disparaissent, avec eux va disparaître cette ambition de partager les richesses, mais vous vous doutez bien que ça ne peut pas fonctionner très longtemps, un État comme ça. C'est-à-dire que on a d'un côté des gens qui ont de plus en plus d'argent, de pouvoir, et de l'autre côté, on va avoir des gens qui ont de moins en moins et qui, en plus, sont de plus en plus nombreux. Alors, Rome ne s'est jamais décrite elle-même comme une démocratie, mais ça n'empêche, le pouvoir du plus grand nombre n'est pas quelque chose qu'on peut totalement nier. Alors, ça va encore tenir pendant un certain temps, notamment parce qu'il va falloir, pour les Romains, se serrer les coudes, puisque dans la foulée de ça, au début du 1er siècle avant notre ère, donc on est aux alentours de moins 100, là pour le coup, il va y avoir d'autres guerres que Rome va devoir mener à l'extérieur, mais un extérieur très proche, puisqu'il va y avoir ce qu'on appelle les guerres sociales, c'est les guerres des socii, donc des alliés. Les alliés, en l'occurrence, c'est les peuples qui habitent sur le territoire de l'Italie, mais qui n'ont pas les mêmes droits que les Romains, et qui estiment qu'ils sont, de ce point de vue-là, assez maltraités par Rome même. Ils se souviennent aussi que durant la Deuxième Guerre punique, c'était des territoires qui avaient été totalement abandonnés par Rome, qui veillait à sa propre sécurité, et on laissait Hannibal se balader librement sur ces terres-là, et faire des razzias, massacrer des gens, sans aucune réaction de la part de Rome. Donc, les alliés italiens de Rome vont se soulever contre l'autorité romaine. Il va y avoir des guerres, ça va être l'occasion aussi pour certains généraux romains de se distinguer. Finalement, Rome va l'emporter, mais va accorder quand même le droit de citoyenneté aux peuples italiens. Donc ils vont quand même obtenir des avantages. Heureusement pour Rome, à ce moment-là, il y a encore d'autres conflits à mener à l'extérieur. Alors là, cette fois-ci, il faut aller sur le pont POET, mais avec une majuscule. Le pont, en fait, c'est une région du monde qui correspond au nord de la Turquie actuelle. On appelle ça le pont tout simplement parce que ça borde la mer Noire qui était appelée à l'époque le pont Euxin. Pontos en grec, c'est l'un des mots pour signifier mer. Et donc on a baptisé à Rome ce royaume le royaume du pont. Il est à ce moment-là gouverné par un roi qui s'appelle Mithridate, et ce Mithridate voit l'influence de Rome s'étendre sur les pays voisins. Il y a notamment un de ces royaumes voisins, le royaume de Pergame, qui était dirigé par un roi qui s'appelait Attal, et ce Attal, à sa mort, plutôt que de laisser son royaume à ses héritiers, eh bien, par testament, il donne ce royaume à ses alliés romains. Donc Rome devient détentrice de ce territoire-là qui est juste à côté du pont et juste à côté de Mithridate. Donc Mithridate va se soulever contre les Romains et il va falloir à ce moment-là nommer un général pour mener la guerre. Alors, deuxième nom à retenir et troisième personnage important après les frères Gracques, un homme qui va s'appeler Marius. Ce Marius,
Il a réussi, suite à des victoires et des faits d'armes lors de la guerre des Alliés, il a réussi à se distinguer et à avoir un prestige à Rome qui fait qu'on va lui confier cette guerre. C'était pas gagné au départ parce que Marius est, lui, membre du parti des populares. Il est du côté du peuple. Or, ceux qui décident à ce moment-là, notamment au Sénat, sont, à grande majorité, optimates. Du coup, ce Marius, c'est un privilège particulièrement fort de se voir nommé général de cette guerre qui est à ce moment-là la plus grande que Rome ait à mener. Ils ont des petits conflits sur tout le territoire, mais vraiment le plus dangereux c'est celui contre Mithridate. Alors Marius a été consul, et il va même être consul pendant sa charge de général sur le pont, et il va réussir à vaincre Mithridate, pas de manière décisive, hein. Mithridate on le retrouvera encore après, puisqu'il va conserver son territoire, il va être pendant un certain temps l'équivalent d'Hannibal à l'époque, c'est-à-dire le grand ennemi de Rome, le grand ennemi des Romains. Bref, Marius réussit tout de même à vaincre une première fois Mithridate. Il revient à Rome, il est élu consul, et là il va faire une chose qui est le déclencheur de cette fin de la République. Il va modifier la constitution romaine pour faire passer une loi selon laquelle, et c'est vraiment une chose inédite, hein, un consul peut être élu plusieurs fois de suite, des années consécutives au poste de consul. Je vous rappelle que, originellement, lorsqu'on était élu consul, on faisait son année de mandat, et une fois que le mandat tirait à sa fin, c'était terminé. On était obligé de redevenir un simple citoyen, ou alors être envoyé comme gouverneur sur une province pour quelques années. Mais en tout cas, on ne pouvait pas rester consul l'année suivante. Là, Marius change cette règle, change cette loi qui était vraiment vitale parce que c'était un principe qui garantissait le fait que les pouvoirs n'allaient pas être concentrés entre les mains d'un seul individu. Marius met fin à ça. Il va être élu pendant plusieurs années consécutives jusqu'à ce qu'il choisisse lui-même de ne pas se représenter. Pourquoi ? Parce qu'il y a à ce moment-là l'un de ses anciens questeurs d'armée, donc un de ses anciens lieutenants, on va dire ça comme ça, qui s'appelle Sylla, qui lui aussi s'était distingué au combat, qui fait partie de l'autre camp, qui fait partie des optimates, et qui a été envoyé par le Sénat sur le pont pour mater à nouveau une révolte et une guerre menée par Mithridate. Ceci-là s'en sort encore mieux que Marius ne l'avait fait. Si bien qu'on entend à Rome des nouvelles de ses victoires et son prestige militaire et son prestige politique grandit énormément. Ça déplaît beaucoup à Marius, qui, en plus en exerçant le pouvoir, devient petit à petit de moins en moins populaire. De toute façon, quand on est au pouvoir, c'est très difficile de maintenir une popularité très élevée. Et donc Marius décide de ne pas se présenter aux prochaines élections, de laisser complètement le champ libre à Sylla, qui va donc revenir à Rome et qui va assurer son poste de consul. Et pendant ce temps-là, Marius veut se faire confier de nouveau la guerre contre Mithridate, en se disant, là ce qu'il me faut pour revenir sur le devant de la scène et retrouver la popularité que j'avais perdue, c'est de nouveau des victoires, donc je vais retourner là-bas, je vais gagner, et puis comme ça les gens petit à petit oublieront Sylla et me mettront moi au sommet de tout ça. Ça va se passer un petit peu comme ça. Le seul problème, c'est que lorsque le mandat de Sylla arrive à son terme, on veut l'envoyer de nouveau sur le pont. Marius, qui est élu consul pour l'année suivante, vous voyez, c'est vraiment un échange de postes, hein, on passe de l'un à l'autre, de l'autre à l'un, etc. Eh bien, Marius va s'opposer à ce que l'on renvoie Sylla là-bas, il ne veut pas qu'il aille remporter de nouvelles victoires. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour Sylla, qui va réunir son armée et qui va marcher sur Rome. Chose inédite, c'est-à-dire là à nouveau un général romain qui attaque Rome même, et qui attaque son ancien partenaire qui était Marius. Il y a bien sûr là-dessous, encore une fois, l'opposition franche entre les populares de Marius et les optimates de Sylla. Évidemment, hein, en sous-main, il y a plein d'autres personnages qui s'agitent derrière les rideaux pour envenimer la situation et pour se retrouver le parti majoritaire et le parti au pouvoir. Donc, Sylla marche sur Rome, Marius qui n'avait pas du tout anticipé ça, en même temps, qui aurait pu, personne n'avait jamais fait cette chose-là,
Eh bien, Marius s'enfuit. Sylla obtient ce qu'il voulait, c'est-à-dire le commandement, mais à partir du moment où il obtient ça, eh bien, il faut aller l'assurer. Donc il est obligé de repartir. Du coup, Marius est l'un de ses amis, un de ses alliés politiques qui s'appelle Cinna. Alors, petit point orthographique, hein, je parle de Sylla, S-Y-2-L-A. Et là, on va parler d'un autre qui s'appelle Cinna, C-I-2-N-A. Donc Cinna, ami de Marius, Sylla, l'opposant de Marius. Cinna et Marius vont donc revenir au pouvoir et vont lancer une chose qui est particulièrement regrettable, c'est ce qu'on appelle les listes de proscription. Que sont les listes de proscription? C'est la légalisation de l'assassinat de certaines personnes. En clair, les responsables politiques à Rome vont mettre au point une liste de noms qu'ils vont afficher sur la porte du Sénat, et toute personne qui est nommée sur cette liste est considérée comme un ennemi de Rome, et le rôle de tout bon Romain, de tout bon citoyen, ce sera de faire le plus de mal possible, maximum bien sûr, tuer cette personne. Et pour encourager vraiment ce meurtre, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire en sorte que l'assassin puisse mettre la main sur une partie du patrimoine, de la fortune de celui qu'il tue. Donc quand je dis que c'est une légalisation de l'assassinat, c'est même pire que ça, c'est véritablement encourager l'assassinat des opposants politiques. C'est une sorte de purge. Et c'est Marius donc, qui va inaugurer ça. Le problème, c'est que Marius était à ce moment-là déjà assez âgé. Marius va mourir au cours de ce mandat, qui va être bien sûr rappelé à Rome comme homme fort pour assurer la continuité, enfin pas vraiment la continuité, mais pour assurer un pouvoir fort de Rome. Et bien sûr c'est Sylla. Et quand Sylla revient, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien ses partisans ont été massacrés par les partisans de Marius, œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion. Eh bien il va faire pareil. Il va mettre au point des listes de proscription, et les partisans de Marius vont devoir fuir Rome, sinon assassinés. Et donc parmi eux il y a ce Cinna, et si j'insiste sur Cinna, c'est parce que Cinna est en fait le beau-père de Jules César. Du coup, on aura l'occasion d'en reparler dans le deuxième épisode qui sera consacré au conflit et à la guerre civile entre César et Pompée. Mais là, on a donc cette première guerre civile, Marius contre Sylla, Sylla qui est maintenant seul au pouvoir, plus grand monde qui fait de l'ombre à son autorité. Alors il y a quelques partisans de Marius qui vont se rebeller par-ci par-là, notamment en Espagne avec Sertorius, mais en l'occurrence il va quand même pouvoir assurer un règne à l'intérieur de la ville de Rome sans trop de problèmes, mais en même temps en faisant assassiner tous ceux qui auraient pu créer ces problèmes, c'est sûr que ça passe beaucoup mieux. Et il va à son tour faire une entorse au principe de la République romaine en modifiant une autre loi, c'est-à-dire que dans la mesure où les choses là sont particulièrement confuses, évidemment, des massacres, une véritable guerre civile, eh bien, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une situation de danger immédiat à Rome? On nomme un dictateur. Sylla se fait nommer dictateur et change les règles. Le pouvoir d'un dictateur était limité à 6 mois auparavant, Sylla se fait nommer dictateur à vie. Il se fait nommer dictateur à vie et non pas roi, puisqu'il y a toujours ce tabou sur les rois et cette haine des Romains, haine farouche envers le titre de roi, mais c'est l'équivalent finalement, il a tout pouvoir sur Rome. Ce pouvoir dont il va finir quand même par se fatiguer, puisqu'il va, au bout de moins de 2 ans, renoncer à cette dictature. Il va même, sur la fin de son règne, ne redevenir qu'un simple consul, puis quitter purement et simplement le pouvoir, se retirer à la campagne, dans le sud de l'Italie, où il va finir par mourir au bout de quelques mois. Mais le souci là-dedans, une fois que Marius puis Sylla sont passés au pouvoir, une fois que l'un et l'autre se sont heurtés très violemment, entraînant des milliers de victimes, et donc des flots de sang à Rome, eh bien, ça indique quand même une chose, c'est que la République ne fonctionne plus, et surtout qu'on peut détourner le fonctionnement de la politique romaine à son profit, à condition d'être suffisamment ambitieux et d'être suffisamment audacieux pour oser faire des coups. Et à partir de là, finalement, Rome va devenir, pour les quelques décennies qu'il reste à la République d'existence, eh bien, ça va devenir le jouet de quelques généraux ambitieux qui, suivant l'exemple qui avait été donné par Marius et encore plus par Sylla, vont essayer de mettre la main sur Rome.
Toujours est-il que là, on en est en moins 79 pour la fin de la dictature de Sylla, la fin du pouvoir de Sylla. Moins 79, c'est aussi une date que l'on avait vue au cours de l'année pour un événement historique qui est la guerre servile entre Spartacus et Rome. Et vous vous doutez bien qu'un conflit comme ça va être l'occasion justement pour les généraux ambitieux dont je parlais juste avant, de se montrer, de s'assurer une popularité et ensuite de parvenir au pouvoir. Ça, ce sera pour notre deuxième épisode. Vous connaissez déjà les noms, on en avait déjà parlé à propos de Spartacus et aussi parce que c'est des noms qui sont particulièrement connus, c'est Crassus, c'est Pompée et c'est César. Là, on se retrouvera pour un deuxième épisode. Je sais pas quand je le posterai, on verra ça. Mais donc, pour l'instant, retenez, on va dire, 3 noms, les Gracques d'abord. Ensuite, vous allez retenir Sylla et Marius, les deux derniers étant les principaux acteurs de cette première guerre civile à Rome. Et on se retrouve la prochaine fois pour avancer d'une trentaine d'années environ dans l'histoire romaine. Allez, c'est tout pour cette fois. Salut, à la prochaine.